rubrique chapelet de verre et de bonheur que l'on égrenera avec vous en ces 90 minutes. Mesdames et messieurs, cette émission est marquée du sceau de la santé car nous aurons à passer plusieurs arrêts parlant de notre santé dans divers domaines. Alors, pour ce programme, il y a plusieurs escales, nous le disions, mais ce sera toujours en compagnie du sieur Angeval. Et oui, merci Alix. Bonjour à tous et à toutes. Nous vous retrouvons pour la plus belle des matinales de notre pays. Bien sûr, vous aurez un beau petit programme, Alix l'a dit à l'instant, et on est très heureux d'être avec vous. On va commencer déjà avec la couleur du temps. Et quand on revient, ce sera le premier point de l'actualité. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, le temps sera marqué par de la pluie dans les régions du sud et de la bande centrale, avec quelques orages sur le sud-ouest du pays. Par la suite, on y observera une alternance de nuages et de soleil. Et partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Passons aux températures, le mercure affichera 25 degrés à Abidjan à Diaké, 23 à Bondoukou à Boaké à Daloa, 24 à Dimbokro à Gagnoa, 22 degrés à Korogo-Iman, 21 à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 26 à Sassandra, 25 à Tabou et 25 à Yamoussoukro. Au cours de cet après-midi, l'ensemble du pays sera relativement ensoleillé. Toutefois, des formations de nuages à caractère orageux s'observeront sur les régions de l'ouest, du centre-ouest et du sud en début ou en milieu d'après-midi. Par la suite, des pluies se présenteront notamment sur les régions du littoral ouest et de l'ouest du pays. Et ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Côté température, nous pourrons observer 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 35 à Bondoukou à Boaké, 36 à Daloa et Dimbokro, 35 à Gagnoa, 36 à Korogo, 34 degrés à Mont, 36 à Odiéné, 33 degrés à San Pedro, 32 à Sassandra et Tabou et 35 à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à toutes et à tous. Bonjour à tous. Le président de la République rencontre le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Alassane Ouattara et Bourema Abdallah ont échangé hier sur les grands axes du prochain sommet de cette institution prévu le 25 mars prochain au palais présidentiel à Ouattouré. Il est désormais un invité habituel du palais présidentiel d'Abidjan. Et comme à chaque visite, le patron de la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, vient faire le point sur les activités de l'organisation sous-régionale au président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, le président Alassane Ouattara. La rencontre du jour portait sur le prochain sommet de l'UEMOA, prévu pour se tenir le 25 mars 2021. Comme de coutume, je suis venu m'enquérir des orientations et autres instructions du président de la conférence, instructions et orientations fort utiles pour l'élaboration des dossiers qui seront inscrits à l'ordre du jour de la conférence. Bien sûr, ces dossiers seront élaborés et examinés en lien avec les autres organes et institutions de l'Union. Mais comme de coutume, en pareille circonstance, j'ai saisi l'opportunité pour faire aussi un bref état des lieux de notre Union à son Excellence Monsieur le Président de la République. Notre Union qui, comme vous le savez, est traversée depuis un an par une triple crise sécuritaire, sanitaire et socio-économique, à laquelle les gouvernements, les institutions comme les nôtres, les partenaires techniques et financiers cherchent à apporter les solutions les plus viables et les plus efficaces, notamment pour soulager
les populations victimes des conséquences de cette triple crise dont je viens de parler. Abdallah Bourema a également confié au chef de l'État le vœu de toute la sous-région concernant les prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire. J'ai exprimé au chef de l'État nos vœux et nos prières pour que les élections législatives qui vont se dérouler le 6 mars se passent dans un climat de paix et de sécurité. Nous n'en avons pas de doute parce que ce sont des élections auxquelles l'ensemble des partis politiques ont adhéré. Créé le 10 janvier 1994 à Dakar, au Sénégal, l'UEMOA regroupe 8 États de l'Afrique de l'Ouest liés par l'usage d'une monnaie commune, le franc CFA. C'est le début du carême chrétien, 40 jours de privation de nourriture. Les chrétiens catholiques du monde sont invités à vivre les 3 piliers de ce temps de carême que sont le partage, la prière et la pénitence dans la joie. Au Niger, les chrétiens ne sont pas restés en marge, c'est ce que nous dit Sidonie Davila. De la cendre sur le front, c'est le début du carême pour les enfants de la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours de Niamey au Niger. On a mis la cendre sur notre front pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous redevenons des enfants de Dieu. La preuve qu'ils ont conscience de ce qu'ils font, les enfants ont aussi pris des engagements pour les 40 jours de jeûne. J'ai décidé de partager, de prier et toutes les mauvaises choses que je faisais avant d'arrêter. À la cathédrale de Niamey, ce sont les tout-petits qui donnent le top départ des célébrations du mercredi des cendres. Démarre pour tous les chrétiens un moment de partage, un moment de prière, une meilleure vie dans la communauté. Nous sommes au Niger avec nos frères qui sont pour la plupart des musulmans. Alors, il est du rôle de tout chrétien de montrer ce que nous vivons pendant cette période. Nous sommes en parfaite harmonie et moi, je n'ai jamais rencontré une quelconque hostilité de la part de la communauté musulmane. Le Niger est un pays à 99% musulman, ce qui n'empêche pas le chrétien de vivre sa foi. Pour l'Église catholique, le carême est le moment propice pour accentuer les messages liés au pardon. C'est un exercice, c'est un travail qu'il faut faire au jour le jour. Et le temps de carême nous rappelle encore que nous avons des efforts supplémentaires à faire dans notre vie en tant que croyants. J'invite tous mes frères et sœurs chrétiens de retenir l'appel du Seigneur pour que justement notre vie puisse être toujours un sacrifice agréable à Dieu. L'Église catholique regroupe près de 20 000 fidèles au Niger et la capitale Niamey compte 9 paroisses pour 2000 fidèles. Fin de ce premier point de l'actualité, retour de l'information à 7 h. Merci beaucoup Régis Kofi, et puis on se retrouvera à 7 h précise. Et pour nous, après ces quelques lignes d'information, maintenant on vous invite en compagnie de notre chef Jocelyn qui s'occupe du fitness santé à vraiment prendre soin du dos avec ces quelques étirements pour soulager bien sûr votre dos. Et oui, comment faire des étirements pour soulager le mal de dos? C'était avec coach Jocelyn dans Fitness. Allez, on va revenir avec nos informations et on part maintenant pour la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Alix, bonjour Joël. Bonjour. Alors on démarre tout de suite cette revue de presse avec les violences liées à la présidentielle du 31 octobre 2020. De grosses têtes vont encore tomber. C'est ce que barre à sa une le matin. Selon le confrère, les enquêtes sur les violences qui ont émaillé la dernière présidentielle en Côte d'Ivoire continuent leur cours et au fur et à mesure qu'elles progressent, elles révèlent de grosses surprises. Ainsi, à en croire le confrère, des personnalités impliquées au plus haut point dans ces violences électorale pourrait être inquiétée par la justice ivoirienne. Toujours selon Le Matin, qui cite le président de la République, après les douloureux événements de la présidentielle du 31 octobre, aucune violence ne sera tolérée pour les prochaines législatives.
Et Simone Gbagbo plaide pour l'apaisement du climat sociopolitique. L'ex-première dame invite la classe politique à mettre de l'eau dans son vin pour la détente de l'atmosphère sociale du pays. Simone Gbagbo a émis ce souhait à l'occasion d'une rencontre à son domicile avec des mouvements de la société civile, selon l'Inter. À cette occasion, la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien a indiqué que là où il y a la division, il ne peut y avoir de progrès. Elle a invité les acteurs politiques à désarmer leur langage. Et pour l'échéance prochaine à venir, celle du 6 mars, les électeurs pourront retirer leur carte à partir de ce samedi. Oui, du 20 au 27 février 2021, les électeurs pourront retirer ce document qui va leur permettre de voter à l'occasion du scrutin législatif du 6 mars prochain. La commission électorale indépendante a fait cette annonce par voie de communiqué. Selon cette note dont le Nouveau Réveil a reçu copie, la distribution de ces documents se fera dans les sièges des commissions électorales locales, dont les listes sont consultables sur le site internet de l'institution qui est sur l'image d'illustration. Les pièces exigées pour le retrait de la carte d'électeur sont la carte nationale d'identité ou une attestation d'identité ou encore un certificat de nationalité ou aussi le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI ou l'ex-ONI. Et cette information, des centaines de poissons retrouvés morts dans la baie de Biétri. Oui, cette étrange découverte a été faite récemment par les riverains de la baie du village d'Abia Abeti, communément appelé Biétri. Selon Soir Info qui s'est rendu sur place, ce sont les travaux de dragage de la baie initiés par la chefferie du village qui sont à la base de cette situation. Contactés par le confrère, les autorités villageoises se défendent et pointent du doigt des entreprises qui, selon elles, déversent des produits chimiques dans la lagune. Et on parle maintenant d'un mot de télécommunication avec ce chiffre, 37 millions d'abonnés à la téléphonie dont compte notre pays. C'est l'annonce faite par le ministre de l'économie numérique et de la Poste hier lors de la cérémonie inaugurale de la deuxième édition des Assises du numérique qui se tiennent au Radisson Blu Hotel jusqu'à demain. Et à en croire le ministre Mamadou Sanogo qui est cité par le Patriote, le taux de pénétration de la téléphonie mobile qui est de l'ordre de 45% en Côte d'Ivoire va continuer d'augmenter. Et l'intelligent d'Abidjan revient dans son numéro de ce jour sur un événement qui s'est produit le 18 février 1992. 29 ans plus tard, le confrère nous replonge dans la marche de ce 18 février qui était conduite par l'ex-président Laurent Gbagbo, qui était à l'époque secrétaire général du Front populaire ivoirien. Cette marche à l'issue de laquelle presque toute la direction du parti frontiste de l'époque s'était retrouvée en prison. Cette marche avait été initiée pour exiger la libération de Martial Aipo selon ses initiateurs. Et Martial Aipo, il faut le savoir, à l'époque était secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, et donc l'intelligent d'Abidjan, à travers des témoignages de personnalités telles que l'ex-président Laurent Gbagbo, Daniel Bonet-Clavry, Aipo Martial lui-même ou encore le ministre Joël Nguessan, nous replonge au cœur de cette journée mémorable. Et on est au passé, on va y rester encore et proposer dans cette édition, c'est avec le quotidien d'Abidjan, qui revient sur la vie et l'œuvre de l'un des plus grands artistes qu'ait connu notre pays. Oui, si je dis Blé Loué, je ne suis pas sûr que vous verrez de qui il s'agit. Mais si je dis Ernesto Djedje et à l'écoute de la chanson qui est en train de passer en fond sonore, je suis sûr que vous saurez qu'il s'agit d'Ernesto Djedje. Eh bien, le confrère nous propose un voyage dans le passé à la découverte ou à la redécouverte, c'est selon de ce grand monsieur de la musique ivoirienne qui était appelé à souhait le Nyontré national. Et donc, le quotidien d'Abidjan nous plonge dans les dédales de la vie et de la carrière de ce grand auteur, compositeur et interprète qui a inscrit en lettres d'or le Ziglibiti, rythme musical dont il était l'apôtre dans le lexique musical ivoirien. Et 38 ans après sa brutale disparition qui est intervenue le 9 juin 1983, c'est un très bel hommage que rend le quotidien d'Abidjan à l'auteur de titres tels que Aguissé ou encore la chanson qui est en train de passer. Oui, Ziboté, tube, on va dire majeur de cet artiste, oui. Une chanson qui a fait danser tout le monde et puis une chanson qui a été enregistrée aussi tant en Côte d'Ivoire qu'au Nigeria. Bon. Merci beaucoup. Belle culture musicale, oui. Et tout à fait, effectivement. Et puis en tout cas, cet artiste-là a pu nous produire de belles œuvres et aussi de belles personnes, à l'instar de sa charmante fille qui sert ici à nos côtés. On lui fait un coucou, elle est au Niger pour couvrir le deuxième tour de l'élection présidentielle. Merci à vous, Renaud. Merci. On se revoit demain. À demain. On termine ensemble cette belle semaine.
Excellente journée donc. Allez, on va poursuivre cette émission, Alix, avec un autre programme. Tout à fait. Et inscrit à notre conducteur, vous savez, les jeudis, on s'arrime à la santé et à l'environnement. Cela va de pair. Donc, pour notre espace vert aujourd'hui, c'est en compagnie du docteur Assé Eba Estelle que l'on vous parlera des plantes ornementales. Mais celles-là, elles sont thérapeutiques. Merci, docteur, d'être avec nous. Déjà, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Allez, on va commencer déjà avec cette question. On parle des plantes ornementales. Qu'est-ce qu'on appelle plantes ornementales? Bien, merci. Alors, nous allons dire qu'une plante ornementale est cette plante-là qui se différencie des plantes ordinaires par la beauté de ses organes. Et quand on dit organes, on parle des feuilles, des fleurs, des fruits. Elle se distingue aussi par son allure générale et par le parfum qu'elle émet. Et elles sont généralement utilisées dans le cadre de vie, dans l'aménagement et pour plusieurs événements. Très bien. Partant donc de cette définition très exhaustive, qu'est-ce que c'est qu'une plante finalement ornementale et thérapeutique à la fois? Merci. Alors, une plante ornementale thérapeutique, c'est cette plante-là qui, au-delà de son aspect décoratif, a un ou plusieurs de ses organes qui est impliqué dans le traitement d'une ou plusieurs maladies. Alors, comment est-ce que déjà, pour le profane, on peut faire la différence entre une plante ornementale ordinaire et une plante ornementale thérapeutique? Alors, il faut reconnaître que ce n'est pas un exercice aisé, donc il faut vraiment s'adresser à des spécialistes. Et c'est le lieu pour nous de dire qu'au niveau de ces spécialistes, nous avons le Centre national de floristique qui est situé à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui renferme ces spécialistes-là et qui permettent de donner un aperçu général des plantes, qui permettent également de spécifier quelles plantes utiliser pour quelle affection. Et puis, il faut rappeler que c'est un outil vraiment important pour la sauvegarde de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Et au sein de ce Centre national de floristique, il y a plusieurs formations qui permettent d'initier à la connaissance générale de la plante, qui assurent aussi les formations au niveau des champignons comestibles, donc, et également au niveau de l'horticulture. Donc, il y a plusieurs spécialistes dans plusieurs domaines au niveau des plantes. Très bien. Alors, partant toujours du Centre national de floristique, où des formations sont distillées à tout apprenant qui voudrait vraiment connaître ces plantes-là, est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples de plantes ornementales thérapeutiques dans un premier volet, et puis après avoir votre analyse sur ces personnes qui sont naturellement dotées, on va dire, d'un don pour déceler ces quelques plantes aussi pour la pharmacopée? D'accord, merci. Alors, pour les exemples, nous avons choisi des espèces qui sont communément dans notre milieu et dont on ne se doute vraiment pas qu'elles ont des potentialités thérapeutiques. Alors, nous avons sélectionné quelques images. Nous avions choisi Alamanda catatica, qui est une espèce qui se retrouve dans notre milieu, qui a de belles fleurs jaunes. Et cette espèce-là est utilisée dans le traitement du diabète. C'est un excellent vermifuge et il permet de lutter contre les infections microbiennes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la préparation? Il faut simplement faire le décocter des feuilles. Ça veut dire quoi? Faire bouillir les feuilles et puis les prendre une fois par jour. Voilà. Ça, c'est pour la première plante. Et avec la complicité du réal, on verra au fur et à mesure les plantes. Okay. Et on a aussi Catharanthus roseus, qui est appelé communément pervenche de Madagascar, qui a de belles fleurs roses, blanches. C'est un panaché de couleurs. Alors, cette espèce est utilisée dans le traitement de l'asthme, de la leucémie, comme exemple de maladies qu'on peut citer. Et également, il faut faire le décocter des feuilles. Et utiliser... pour la consommation, vous avez 2 verres par jour, matin-soir, pour le traitement. Et on peut citer une autre espèce, on a Cymbopogon citratus, qu'on appelle communément, qui est utilisé, les feuilles. Les feuilles, sont bouillies et consommées matin, midi, soir. Cette décoction permet de lutter contre la fatigue générale. On a une première image, désolée de vous interrompre, parce qu'on a une première image, on peut l'identifier avec la complicité de Jacques Brou à la réalisation. On aura les images que vous allez nous identifier cette image-là. C'est quoi? Voilà, c'est l'espèce que nous avons appelée Cymbopogon citratus. Elle est consommée comme un thé. On appelle communément la citronnelle. Tout à fait. Okay. Voilà. Et donc, on fait bouillir les feuilles
Et il permet de lutter contre la fatigue générale et c'est un aphrodisiaque aussi. Ah, voilà. bon. Et il est consommé un verre 2 à 3 fois par jour. Voilà. Alors, vous allez aussi nous donner certains noms africains, qu'on connaît, je vais le dire comme ça, pour que nos téléspectateurs puissent se retrouver, parce qu'on parlait de citronnelle, on parle aussi d'un certain côté de quinqueliba, et tous ces feuilles qui nous accompagnent dans notre quotidien. Alors, ce sont des décoctions que l'on peut faire à la maison et ce sont des plantes aussi que l'on pourrait avoir dans notre jardin. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, c'est la particularité de ces espèces thérapeutiques ornementales. Elles deviennent du coup importantes parce qu'elles permettent d'allier l'agréable à l'utile. Vous avez une plante qui rend votre cadre de vie beau, agréable, qui purifie l'air, mais en même temps, lorsque vous avez quelques incidents, quelques petits bobos, vous pouvez les utiliser comme premier soin pour calmer les symptômes de ces maladies et ensuite se rendre à l'hôpital pour des soins plus approfondis. Donc, voici ainsi leur utilité dans notre milieu de vie. Tout à fait, et cela est très important pour tout le monde. En même temps, je reviens à la question de savoir comment vous vous organisez pour pouvoir distiller les formations à ces personnes-là qui, naturellement, ont ces prédispositions-là à reconnaître quelques plantes qui sont thérapeutiques. Merci. C'est le lieu pour nous de vous remercier parce que ce sont des cadres d'ouverture pour nous pour faire la promotion des formations que nous organisons au sein du Centre national du floristique. Donc, ce sont des moyens de communication que nous utilisons pour distiller l'information. Nous avons aussi la plateforme Facebook qui sert aussi de diffusion pour ces formations. Et il y a aussi, comme nous sommes en Afrique, le bouche à oreille. Oui. Certaines personnes qui ont participé aux premières formations ont été des relais importants pour nous, pour les informations. Voilà. Alors, c'est vrai que vous parlez de formation, il y a des personnes ciblées et tout. Est-ce que vous pensez que les populations ont une réelle connaissance sur ces plantes-là? C'est vrai que nous avons nos mamans au marché qui en vendent et tout, mais on en a tellement, on en a plusieurs, on ne sait pas vers quoi se tourner. Vous pensez que les Ivoiriens ont cette connaissance sur ces plantes-là? Il faut dire que c'est un peu partagé. Il y a certaines personnes qui ont la possibilité d'être au quotidien des personnes qui sont dans ce domaine, qui ont une information plus ou moins vague, et il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette information, qui utilisent les plantes simplement pour décorer leur cadre de vie, ou bien qui, lorsqu'elles ont des affections, vont uniquement pour avoir une plante pour soigner seulement la maladie pour laquelle ils sont touchés. Mais ces personnes qui peuvent permettre, qui arrivent à allier ces deux caractères, il faut dire que c'est pas, on n'en trouve pas vraiment. De manière commune. Généralement, c'est un don. Alors, docteur, à partir de ces plantes que vous venez de nous citer, là, des fois, elles prolifèrent de manière naturelle dans un espace et puis on les garde. Mais comment faire attention, sinon comment faire le distinguo pour ne pas les mixer? Est-ce qu'il n'y a pas une toxicité en associant plusieurs consommations de ces plantes-là? On peut les avoir à la maison, mais est-ce que si on mélange, il n'y a pas de problème? Bien sûr, il y a des inconvénients. Donc, c'est pour ça qu'il faut forcément s'adresser à des spécialistes avant toute utilité. Et comme vous savez, on le dit toujours, l'excès nuit. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Il faut d'abord s'informer sur l'espèce que l'on veut vraiment pour le traitement qu'il faut. Et ensuite, il faut suivre la posologie. Parce que souvent, il arrive qu'on veut tellement se soigner qu'on dépasse un peu les doses. Donc, lorsqu'on s'adresse aux spécialistes, on vous donnera alors la plante cible pour la maladie cible et la posologie indiquée. Et donc, on compte aussi, dans ce cas, sur la bonne foi de la personne pour respecter les instructions qui ont été données. Donc, alors, vous êtes experte en la matière. Moi, je reste sur la question d'Alix. Alors, chez nous, à la maison, on a ces plantes, même si on n'a pas un jardin et tout, on va peut-être les acheter. Comment les conserver? La conservation est importante. Comment les conserver, ces plantes-là? Oui, la conservation est très importante. D'abord, quand vous allez vous procurer ces plantes, vous les mettez en terre. Donc, il faut les entretenir, l'arrosage et tout ce que, quand vous allez vous procurer, alors l'horticulteur vous donnera le mode de traitement ou bien le mode de conservation de cette espèce. Et lorsque le suivi est bien effectué, alors vous pouvez bénéficier de toutes les propriétés thérapeutiques de la plante.
Alors, docteur, j'ai envie de poser la question, de savoir, là, vous êtes docteur, mais spécialisé en plantes ornementales thérapeutiques. S'il advenait que vos conseils donnés à une personne créeraient des incidents, quel cadre juridique est invoqué dans ce tel cas d'aspect-là? Finalement, la personne se dirait, je ne suis pas allée peut-être sur un docteur à l'hôpital, mais au Centre national de floristique qui m'a conseillé une thérapie à partir des plantes. S'il y a un incident, comment c'est assis sur le cadre juridique? Ou c'est le libre arbitre qui intervient? Bon, on peut le dire ainsi, mais nous avons des garde-fous puisque nous sommes ralliés au Centre national de floristique, qui est une institution qui appartient à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, donc qui est rattachée à l'État. Donc, quand nous donnons des prescriptions, il y a des indications précises qui sont données. Il y a des limites à ne pas franchir et il ne faut jamais occulter la consultation à l'hôpital. Alors, ce sera pour un premier soin et ensuite vous irez à l'hôpital pour confirmer l'efficacité du médicament. Et si cela n'agit pas, alors vous allez vous adresser à un spécialiste au niveau de l'hôpital. Ce sont des thérapies complémentaires. Complémentaires, tout à fait. Merci. Bien sûr. Alors, que retenir, rapidement avant de terminer, que retenir des plantes ornementales thérapeutiques? Alors, merci. Il faut dire que les plantes ornementales thérapeutiques sont celles-là qui nous permettent d'agrémenter notre cadre de vie, de rendre notre cadre de vie beau et également de nous soigner de manière naturelle. Merci infiniment, docteur Assé Eba Estelle. Régis Kofi reviendra pour son Flash Afrique Inter. Bienvenue dans cette nouvelle édition. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a été l'un des premiers à recevoir la dose de vaccin Johnson & Johnson contre le Covid ce mercredi pour montrer l'exemple. Ce vaccin remplace les doses d'AstraZeneca disqualifiées par les autorités car moins efficaces contre le variant sud-africain, malgré les appels de grandes figures politiques comme Desmond Tutu à se faire vacciner. On hésite encore beaucoup dans les rues du township de Soweto. Au Congo, la candidature de Michel Mouzi-Ngouari, qui se réclame de l'opposition modérée, n'a pas été retenue selon le président de la Cour constitutionnelle. Il lui est reproché de ne pas avoir présenté notamment un certificat médical délivré par les médecins assermentés et une déclaration de moralité fiscale. Les candidatures de 7 autres personnalités ont été validées dans le dossier du président sortant Denis Sassou Nguesso, 77 ans, qui brigue un 4e mandat. En Éthiopie, au-delà du conflit ravageur qui a toujours lieu dans la province du Tigré depuis novembre, des opposants politiques de premier ordre sont toujours en prison après 8 mois derrière les barreaux. Ils ont décidé de faire une grève de la faim qui dure depuis maintenant 3 semaines. Certains ont dû être transférés dans des hôpitaux. Leur état de santé inquiète car leur situation pourrait être enflammée. Leur soutien au Oromo, l'ethnie principale en Éthiopie. Au Rwanda, Paul Rusesabagina, qui a sauvé en 1994 plus de 1200 personnes et dont le parcours a inspiré le film Hôtel Rwanda, a fait face à la justice de son pays. Son procès s'est ouvert hier à Kigali. Héros pour certains, imposteur pour d'autres. Il avait été arrêté en août 2020. Il est visé par 9 chefs d'accusation pour son implication présumée dans des attaques d'un groupe armé dans le sud du Rwanda en 2018. En Espagne, des affrontements entre la police et des manifestants éclatent après que des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre l'arrestation et l'incarcération d'un rappeur devenu pour certains un symbole de liberté d'expression en Espagne. Le rappeur Pablo Hasél, condamné à la prison pour des tweets attaquant la monarchie et les forces de l'ordre, a été incarcéré mardi. En France, un verdict rendu après plus de 11 heures de délibération. La Cour d'assises de Paris a condamné hier en appel Georges Tron à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme. L'ex-secrétaire d'État était jugé pour viol et agression sexuelle sur 2 anciennes employées municipales à la mairie de Draveil.
Et puis aux États-Unis, 7 blessés dans une fusillade à Philadelphie. Toutes les victimes sont afro-américaines, âgées de 17 à 71 ans. Et une personne est dans une condition critique. La police affirme qu'une personne a été arrêtée, mais il n'est pas encore déterminé si la personne est bien en lien avec l'incident. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci beaucoup à Régis Kofi pour l'actualité. Eh bien, vous avez là une très belle montre. Ah, merci beaucoup. Au passage. Beau cadeau de Madame mon épouse. La suite de Ce Matin Bonheur, toujours en compagnie de Anjoal et Alix. Dans notre rubrique La Bonne Assiette, on parle aujourd'hui de cette pandémie associée à la restauration collective. Tout en ajoutant qu'il faut bien respecter les mesures barrières. Nous sommes avec le docteur Yves Blanchard-Envaux. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Alors, on parle aujourd'hui de Covid-19 et restauration collective. Déjà, pour nos téléspectateurs aussi, pour nous, quelque part, qu'est-ce qu'on appelle restauration collective? Alors, on va définir la restauration collective comme une restauration, un lieu ou bien une manière de se restaurer, de se nourrir, dans un cadre où plusieurs personnes interviennent. C'est-à-dire qu'un lieu où plusieurs personnes viennent se restaurer, viennent se nourrir. Donc, souvent, il y a des restaurants qui sont bien établis, dans le formel comme dans l'informel, parce que dans tous les cas, c'est des lieux où l'on vient se restaurer. Soit c'est, comme j'ai dit, des restaurants bien établis. Parfois, c'est des restaurants ou bien des cantines scolaires, parce que ça aussi, c'est la restauration collective. Les cantines scolaires pour lesquelles je vais beaucoup insister. Il y a aussi les cantines dans les entreprises. Voilà, il y a les restaurants bien établis en tant que restaurants, dans le milieu informel comme dans le formel, dans les hôtels. Mais il y a aussi les cantines scolaires. Il y a aussi les cantines des hôpitaux, les cantines des entreprises. Voilà, donc tous ces lieux qui rassemblent des personnes qui viennent se nourrir est appelé une restauration collective. D'accord. Alors, on a la définition, sinon la schématisation de la restauration collective. On parle de Covid-19. On va essayer peut-être d'édicter même les mesures pour pouvoir se prémunir de la Covid-19 et après faire une association avec le milieu de la restauration collective. On sait qu'il faut se laver régulièrement les mains, entre autres, mais encore... Alors, il y a déjà des mesures d'hygiène qui existent dans les restaurations collectives pour lesquelles il faudra beaucoup faire attention. Voilà, parce que normalement, il y a des contrôles qui doivent être faits. Voilà, donc il y a déjà des mesures, notamment, par exemple, veiller à ce que la température des frigidaires puisse bien marcher, est-ce qu'on fait des nettoyages réguliers, et généralement, on fait des audits pour vérifier. Alors, il y a des fiches de nettoyage qui, normalement, lors des audits, doivent montrer, par exemple, que chaque jour, le plongeur nettoie, ou bien que le nettoyeur nettoie, le plongeur fait la plonge avec du matériel. Donc, il y a des mesures dans les restaurations qui doivent être respectées. Mais déjà, au-delà de ce qui est déjà établi comme mesures d'hygiène dans les restaurations collectives, il y a des mesures qui ont été prises vis-à-vis du Covid-19, notamment la distanciation sociale à 1 mètre, le port des masques, et puis aussi la présence des gels hydroalcooliques et aussi la présence aussi de l'eau avec du savon qu'il faudra utiliser à l'entrée des restaurants. Alors, mais j'insiste aussi sur une chose. Par exemple, souvent, il y a des portes d'entrée, il y a des entrées qui sont, par exemple, inévitables dans des restaurations. C'est-à-dire qu'il y a, comme à la maison, souvent, la grande porte du salon. Voilà. Alors, on souhaite que ces mesures, la poignée, il faut qu'elle soit nettoyée chaque 3 heures. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Parce que là, beaucoup de gens passent. Et on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Donc, ce matériel qui est plusieurs fois utilisé, il faudrait être nettoyé plusieurs fois la journée. Voilà. Donc, comme je résume, je dis qu'il y a déjà des mesures d'hygiène qui existent dans la restauration collective. Et aujourd'hui, alors, à cela, on ajoute aussi les mesures d'hygiène vis-à-vis du coronavirus. Parce que des travaux ont montré, par exemple, que le virus peut survivre sur le matériel de restauration pendant quelques heures, ou même voire un jour. Sur le verre, par exemple, sur le verre qu'on utilise,
le virus peut rester pendant 2 à 3 jours, si c'est mal nettoyé. On est sûr, par exemple, sur les papiers à carton, ça peut faire 24 heures. Si, par exemple, du matériel qu'on doit conserver à température, à basse température, à 20 degrés, à 25 degrés, si le matériel déjà est contaminé, que nous conservons à basse température, on dit alors à basse température, le virus peut vivre pendant 28 jours. 28 jours. C'est-à-dire que si la personne qui doit nettoyer le poisson est lui-même malade, qui contamine le poisson, qu'on va conserver le poisson, alors ça peut durer tout ce temps. Alors, il y a tellement de points à toucher bien dans la restauration. On va vraiment rester encore sur ce point-là pour que nos téléspectateurs puissent véritablement comprendre et savoir que dans les restaurants, dans les maquis, dans les cantines et tout, on peut être infecté. Est-ce qu'il y a encore d'autres aspects comme ça que l'on pourrait toucher? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà des mesures d'hygiène qui existent d'abord dans la restauration. Qui ne sont pas forcément respectées. Et docteur, voilà. Ces mesures d'hygiène existent au Garbadrom, au maquis, parce que là, c'est un peu aseptisé peut-être pour des restaurants bien constitués, bien organisés, mais est-ce que c'est fait de manière journalière chez le Garbaman quand on sait que l'affluence là-bas est quotidienne? Alors, tout à l'heure, j'ai mentionné la notion de restauration dans le milieu informel comme dans un cadre bien constitué. Et c'est homologué pour tout type de restauration? Normalement, tout ce qui est restauration collective, ce qui a trait à l'alimentation d'une personne dans le cadre de la restauration collective, respecte des normes, que ce soit sur les Garbadrom, mais c'est en cela qu'on fait appel à la collectivité locale d'employer ces moyens pour veiller à ce que les mesures soient respectées. Souvent, on invite à faire des audits. On fait des audits dans la restauration collective. C'est-à-dire, est-ce que vous respectez les mesures d'hygiène? Donc, alors, il faudra qu'on puisse utiliser des personnes pour faire ces audits-là, tant au niveau des grands hôtels qu'au niveau même de la restauration dans le milieu informel. Parce qu'il y a les mesures. Nous demandons par exemple, quel matériel vous utilisez dans le cas de nettoyage du sol? Montrez-moi une fiche qui montre que vous utilisez le matériel. Est-ce que le matériel, là, il est encore à jour ou bien il est périmé? On peut trouver un bidon qui est là depuis 2 ans. Ou bien des brosses qu'on doit remplacer, par exemple, chaque 6 mois, qui peuvent exister pendant 2 ans. Vous allez souvent dans un restaurant où la brosse, où on utilise pour nettoyer le sol, là, il est pratiquement détruit, il y a pratiquement plus de fibres. Vous voyez un peu. Alors, il y a des grandes mesures qui existent dans les restaurants, tant au niveau dans le milieu informel comme dans les grands hôtels. Notamment, on dit, parce que le Covid, c'est la même forme de Covid qui peut exister dans le Garbadrom comme dans un grand hôtel. Tout à fait. Il ne prendra pas de forme différente. Alors, on dira par exemple que lorsqu'on finit de laver, par exemple, le matériel comme un verre, on le lave au savon, bien sûr, en le rinçant. Il y a 2 choix. Soit on va utiliser l'eau de Javel pour le rincer. Donc, le rince d'abord avec l'eau de Javel à un dosage bien précis, selon la dose du Javel. Et on va le rincer 2 fois pour éliminer un peu le Javel. Ou bien on fait le rinçage à 60 degrés, c'est-à-dire que dans les hôtels, ou bien ceux qui peuvent le faire, c'est-à-dire que lorsqu'on vient de le laver au savon, on le rince à 60 degrés parce qu'à cette température, le Covid est désactivé. Vous voyez un peu, donc voici les grandes mesures. Mais qui doit faire le contrôle et qui doit s'en charger? Bonne question. Qui donc? Moi, normalement, ce sont les mairies. Même si c'est l'Institut d'hygiène qui doit s'en charger, mais je pense que les mairies doivent. C'est en cela qu'il faut il faut employer des personnes spécialisées dans ce domaine-là. Il faudra qu'on puisse faire auditer les restaurants. Il faut vérifier, est-ce que ces restaurants-là respectent les mesures d'hygiène? C'est très sérieux. Parce que dans les cantines, nos enfants sont exposés. Est-ce que le personne qui est chargé de préparer pour nos enfants dans les cantines, est-ce que ces personnes-là sont formées à l'hygiène alimentaire? Voilà. Donc, il faudra qu'on puisse vérifier un peu avant de permettre à toutes les unités d'avoir des cantines en leur sein. Vérifier, est-ce que... Donc, c'est-à-dire que si on doit octroyer l'ouverture d'une cantine, il faudra que ces personnes, ces demandeurs, puissent s'octroyer toutes les garanties d'une mesure d'hygiène. Sinon, on est exposé. Nos enfants sont exposés. À l'hôpital même, celui qui va à l'hôpital même pour se faire soigner, s'il doit être contaminé encore au Covid, bon là, ça devient sérieux. Donc on regarde tout ce que vous êtes en train de nous dire. Quelle analyse vous pouvez faire sur la restauration collective actuellement en cette période de Covid-19? Ça constitue des clusters finalement?
Alors, je le dis que sincèrement, le travail, il n'est pas trop fait. Parce que si on doit compter le nombre de restaurants qui existent en Côte d'Ivoire, combien de personnes doivent le faire? Alors, et même ceux même qui sont légalement constitués, est-ce que le travail est fait? Il faudra que le travail soit fait. On ne cherche pas à blâmer, mais il faudra que le travail soit fait. Il faudra qu'on puisse auditer les restaurants, quel que soit le lieu, la situation. Il faudra qu'on puisse les auditer, même si elles ne sont pas anonymes, mais déjà, à force de les titiller, à force de les ramener à l'ordre, je pense que ces personnes-là vont se mettre dans la marche de la sécurité alimentaire. Alors, vous parlez des restaurants que nous avons dans le secteur formel et le secteur informel. À travers ce que vous êtes en train de nous dire, on pourrait bien sûr se dire que, docteur Envo voudrait ou souhaiterait une restructuration carrément et totale même de ce secteur-là. Parce que vous parlez des restaurants informels que nous avons, qui pilulent eh bien, nos quartiers. Donc, c'est revoir un peu tout ce système-là. Effectivement, il faut revoir tout ça. Que n'accordons pas l'ouverture d'un restaurant à qui veut, mais à qui peut. C'est-à-dire qu'on laisse, voici les conditions qu'on doit respecter pour ouvrir un restaurant. C'est-à-dire que se faire accompagner, il faut des hygiénistes. Je prends un exemple. Même la simple restauratrice au quartier, le simple vendeur de garba, comme Alix l'a dit tout à l'heure. Alors, il y a des niveaux de sensibilisation. Okay. Voilà, selon le grade, selon le niveau que nous avons. Mais je prends un exemple. Vous arrivez dans un restaurant. Le monsieur qui a fait la plonge, le soir, c'est lui qui va nettoyer le sol. Ou bien, à peine à midi, on finit de nettoyer le sol. Alors, c'est lui qui va venir faire la plonge le soir. C'est-à-dire que l'après-midi, il finit de nettoyer vers 10 heures. C'est lui la même personne va venir faire la plonge. Mais c'est dangereux. Parce que d'abord, le produit qu'il a utilisé pour faire le nettoyage, ce n'est pas ce produit qu'on peut utiliser dans le cas de la vaisselle. Mais encore, il peut traîner une bactérie, un virus, et alors l'utiliser dans le cas pour rincer les assiettes. Mais est-ce que, en passant du nettoyage à la plonge, quelles sont les mesures qui ont été établies? Souvent, on dit aux restaurations, on dit, mais la première des choses, lorsque la personne qui passe du nettoyage en tenue bleue doit passer, par exemple, à la plonge, il faut changer, la première des choses, il faut changer la tenue, parce que souvent, sur la tenue... Il y a les projections. Voilà, il y a les projections. C'est tout une gouttelette qu'on ramasse. Donc, c'est-à-dire que, alors, lorsque la personne passe du nettoyage, d'abord, ce qui ne se fait pas, c'est pourquoi je demande, on n'accorde pas la restauration à qui peut. On donne d'abord, quel est le personnel? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez d'abord un cuisinier professionnel, c'est ce qu'on demande, un cuisinier diplômé. C'est vrai que les autres ne sont pas forcément diplômés, mais on exige qu'il y ait au moins un diplômé, un cuisinier diplômé. D'abord, et puis, il faut que le gestionnaire soit diplômé dans le domaine. C'est parce qu'aujourd'hui, Alice est là qu'elle veut ouvrir un restaurant, qu'elle sera gestionnaire de son restaurant. Non. Il faudra employer un gestionnaire dans le domaine de la restauration. Vous êtes le propriétaire, mais il faudra employer un gestionnaire. Il faudra employer un cuisinier professionnel diplômé, lequel même peut se faire accompagner par certaines personnes qui ne sont pas forcément diplômées. Mais il faut qu'on exige un cuisinier diplômé en restauration. Alors, docteur, on est en pleine crise sanitaire avec la Covid qui sévit depuis maintenant, on va dire, 2 ans, puisque c'est depuis 2019, nous sommes en 2021. Quelles sont les précautions idoines qu'on peut appliquer au niveau de la restauration pour pouvoir au mieux se prémunir de ces contaminations éventuelles, que ce soit en informel, que ce soit en formel? Alors, souvent, les conseils que je donne lorsque je passe dans les restaurations ou bien dans les restaurants, alors, les grandes lignes, d'abord, on respecte la distanciation. Si possible, ce qui est un peu difficile lorsqu'on cuisine. Mais souvent, évitons les bavardages inutiles. Lorsque, par exemple, l'employé doit préparer, par exemple, une entrée pour les clients, évitez de parler sur l'entrée. Parce que même si vous avez déjà nettoyé avec du javel ou bien qu'on mettra par exemple de la vinaigrette, mais évitez de parler sur la vinaigrette des clients parce que vous pouvez contaminer. Voilà. En 2,
il faudra que les audits soient faits. Il insiste sur les audits pour vérifier est-ce que la dernière fois que vous avez nettoyé la grande cuisine, ça date de quand? Il y a des restaurants il y a des sociétés de restauration qui cuisinent et vont livrer dans certains lieux. Est-ce que le chariot dans lequel vous transportez les repas des clients, est-ce qu'on a des preuves que vous nettoyez? Il faut nettoyer, mais il faut avoir des preuves que vous nettoyez. Et avec quoi vous nettoyez? Quelle est la fréquence de nettoyage? Qui nettoie? Donc c'est tout ce qu'on demande. Oui, tout ce qu'on demande. Voilà. Il faut ce qu'on appelle une traçabilité. Laissez les preuves que vous faites. Même si vous faites, laissez les preuves que vous faites. La dame au quartier pourra dire par exemple que les assiettes, les verres, les couverts, normalement lorsqu'on les lave, vous pouvez les rincer en ajoutant quelques gouttes d'eau de javel dans l'eau de rinçage. Ce sont des petits conseils. Voilà. Et que ça, je pense que les mairies pourraient par exemple faire des flyers ou bien sensibiliser nos restaurants un peu partout. Mais qu'en est-il de l'Institut national d'hygiène publique? Ce n'est pas l'instance chargée normalement de réguler ce secteur-là au travers des contrôles inopinés et tout? Normalement, ils le font. Ils le font, mais c'est la fréquence. Et c'est le service d'hygiène, je pense qu'ils ont des services techniques dans les mairies qui jouent ce rôle-là. Mais donc c'est décentralisé, normalement, ça devrait pouvoir... Normalement, mais il y a ce qui est écrit sur le papier. Et il y a ce que nous rentrons. Voilà, parce que lorsque nous rentrons, nous qui sommes spécialistes de l'alimentation, lorsque nous rentrons dans un domaine, nous essayons avec l'œil critique, nous observons un peu quelques erreurs que ces personnes... Donc il y a un dysfonctionnement, docteur? Voilà, les dysfonctionnements quand même, que je pense qu'à force de sensibiliser, ces personnes-là peuvent se rendre compte de leurs erreurs et puis se mettre en marche pour la lutte contre la propagation du Covid. Continuons donc la sensibilisation. Voilà, donc par exemple, la jeune dame au quartier qui a son restaurant pourra par exemple nettoyer ses couverts et puis bavarder moins, voilà. Ou bien, par exemple, utiliser le masque. Même pas, il faut le mettre. Il faut l'utiliser parce que le gabaman, celui qui est là en train de faire fouiller le poisson, lorsque le poisson est frit, qu'il est là, s'il bavarde en parlant aux clients, bien sûr que les gouttelettes il peut contaminer le poisson. Les clients qui arrivent, sans cela, souvent on utilise par exemple des milieux où il faut garder le poisson parce que les clients qui arrivent, qui vont toucher, parce qu'ils vont prendre au gabaman, chez le gabaman, le client il arrive, il prend sa fourchette, il touche. Il choisit son poisson, il va déposer la même fourchette à côté. Celui l'autre vient, il va prendre, voilà. Mais si le premier qui est arrivé, il est malade, vous savez qu'il va contaminer un peu un groupe de malades. Donc voici un peu ça. Donc il faudra que certaines mesures simples, soient observées. Donc notamment le rinçage à l'eau de javel. Il faut sensibiliser. Alors, sans ça, souvent, on utilise par exemple des flyers et il faut faire des affiches signalétiques pour rappeler à l'ordre les clients, même le restaurateur, que cette maladie existe, qu'elle est réelle. Donc, il faut voir. Pour ceux qui sont de la restauration et collective et industrielle, alors, des sociétés de restauration, il faudra que des audits soit fait. Il faudra que ces personnes puissent respecter les normes d'hygiène. C'est-à-dire que montrer les preuves que vous respectez les conditions de travail. Donc, ce qu'on appelle la traçabilité. Notamment un exemple. Alors, une société prépare pour une société de restauration prépare pour une société. Pour des agents. Pour des agents. On demande, est-ce que les agents de la restauration et puis les agents de la société partagent les mêmes toilettes? Ça, c'est la première. Parce que normalement, le personnel de la cuisine doit avoir les toilettes à part. Et il faudrait qu'on puisse avoir cette affiche au niveau de leurs toilettes pour montrer effectivement que ça a été nettoyé tel jour ça a été nettoyé. Voilà. Il faut qu'on ait des preuves que les mesures, même si c'est fait, il faudrait qu'il y ait des preuves. Parce qu'en toute chose, lorsqu'on viendra faire un audit, c'est montrer effectivement, nous avons le ratio, nous avons nettoyé ceci tel jour, nous avons tel matériel, voici le matériel de nettoyage, il n'est pas périmé. Et ce sont ces différentes mesures qu'on observe dans le cadre d'un audit. Donc, pour ce qui est de la restauration collective industrielle, il faudra que ces mesures-là soient respectées. Maintenant, pour les jeunes dames du quartier ou bien pour la restauration informelle dans notre quartier aussi, je pense que des petits conseils simples peuvent quand même aider à
et lutter contre la propagation du virus. OK. Et ce sont ces conseils simples que vous donnez dans cette émission, histoire d'interpeller tout un chacun pour dire qu'au côté de tout ce que nous avons comme mesures barrières, il y a ces petits gestes aussi à avoir chez nous dans nos différents quartiers. Alors, ce sont les mêmes dispositions aussi pour les cantines scolaires. Vous en parliez tout à l'heure. C'est plus sensible de ce côté-là parce qu'il y a nos enfants. Effectivement, à ce niveau, parce que les sociétés de restauration industrielle engagent des personnes déclarées, souvent à la PSN, etc. Mais souvent, dans nos cantines, c'est rare de voir que ces personnes soient... Alors, une propriétaire d'école peut employer quelqu'un pour préparer pour les enfants. Mais est-ce que la personne... Tout à l'heure, j'ai dit que dans le cadre de la restauration industrielle, il faudra qu'il y ait un cuisinier diplômé. Dans le cas de la cantine scolaire, est-ce que la restauratrice est diplômée en hôtellerie? Problème. Parce que souvent, c'est des bonnes dames qui font des et puis viennent livrer. Mais dans quelles conditions? Et moi, je pense que souvent, quand il y a des comités de parents d'élèves... Il faudrait exiger cela. Il faut souvent exiger. Lorsque souvent on demande aux parents, et l'école, c'est cher. Moi, j'ai des enfants privés, c'est cher. Bienvenue au club. C'est cher. Qu'on dit, les enfants doivent manger à la cantine. Nous, parents d'élèves, on demande, quelles sont les conditions d'hygiène que vous avez établies pour la sécurité de nos enfants? Qui les applique? Qui les contrôle? Je dis des audits. On fait des audits. Voilà. Qui les applique? Qu'est-ce qui a été établi? Qu'est-ce qui existe qui les applique? Voilà. C'est tout ça. Et c'est tout ça que les parents d'élèves doivent demander. En retour, nous, parents d'élèves, qu'est-ce que vous nous offrez comme sécurité pour nos enfants? Voilà. Parce que le Covid, on peut le prendre au dehors comme on peut le prendre aussi dans le cadre de l'alimentation. Justement, vous faites bien de préciser cela, car là, nous planchons sur un aspect beaucoup plus sociétal, on va dire environnemental même, mais au sein de la maison. Parce que chaque matin, chacun va vaquer à ses occupations dehors et revient à la maison. C'est aussi une sorte de restauration collective quand on vient, on va partager le dîner au milieu avec la famille. Il y a des précautions aussi à prendre jusqu'à ce niveau-là. Effectivement, à la maison, alors, ces mesures-là peuvent être aussi appliquées. Ces mesures peuvent être appliquées. Mais c'est vrai, souvent, c'est de la routine. C'est de la routine dont on n'a pas... On se dit, dès qu'on arrive à la maison, on est sain, on est protégé. Pourtant, on vient du dehors. Oui, bien sûr, on a du dehors. Mais bon, ces mesures, souvent, c'est difficile à appliquer. Mais je pense que les grandes lignes peuvent être observées. Certaines grandes lignes peuvent être observées. Merci. Voilà, notamment le bavardage inutile sur la nourriture. Je pense que ces mesures, on peut les observer. Merci beaucoup, Dr Yves Blanchard-Envaux. Voilà, avec lui aujourd'hui, restauration collective et Covid-19. Ce sont les conseils que nous avons donnés. Mais n'oubliez pas, chez vous, à la maison, partout, en tout temps et en tout lieu, il faut avoir et bien respecter ces mesures barrières. L'anesthésie du sommeil, eh bien, au réveil, nous en parlons maintenant avec le professeur Eunou Hyacinthe qui a été très bien présenté là. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. professeur. Merci. Bonjour. Alors, en entrée de jeu, on a déjà envie de demander qu'est-ce que c'est que l'anesthésie? Alors, avant mon propos, je voulais vous dire merci. Merci à la RTI. De me permettre, en tant que membre de la société scientifique et médicale, de parler d'un sujet méconnu de la population, parce que la population a peur de l'anesthésie. Alors donc, pour répondre à votre question, c'est que l'anesthésie, avant de donner la définition, oui. L'anesthésie, ça existe depuis la création du monde. Quand vous rentrez dans la Bible, dans la Genèse, on voit bien que Dieu, pour donner une femme à l'être qu'il avait endormi, a plongé l'homme dans un sommeil profond et a extrait cette côte dont il en a fait la femme. Donc, pour vous dire... L'anesthésie ici a pris forme voilà, à son origine. Voilà, depuis la création du monde. Donc, en fait, pour revenir à la modernité, l'anesthésiologie, qui est la science qui étudie l'anesthésie, cette anesthésiologie va permettre donc de définir l'anesthésie, qui est la suppression
de la sensation douloureuse pour pouvoir pratiquer un acte chirurgical, obstétrical ou même médical. Quand je dis médical, certaines personnes ont eu recours à une fibroscopie. La fibroscopie, donc, des fois, la fibroscopie, on est obligé, pour employer un terme terre à terre, d'endormir le malade pour qu'il ne sente pas la douleur. Donc, en bref, voilà, pour la population, c'est de leur dire ce que c'est que l'anesthésie. Suppression de la sensation douloureuse pour pouvoir réaliser un acte chirurgical ou médical. Très bien. Alors, à partir de ce que vous venez de nous donner comme définition, vous avez aussi mentionné dans votre préambule la peur, les préjugés auxquels sont arrimés l'anesthésie. Déjà, j'ai une question à deux volets, savoir quels sont les différents types d'anesthésie qu'on trouve, et en second volet, d'où vient cette peur et ces préjugés par rapport à l'anesthésie? Ok, bien, merci. Les différents types d'anesthésie, il y en a, on peut dire qu'il y en a deux. Il y a deux types d'anesthésie, l'anesthésie locale et l'anesthésie générale. Mais dans l'anesthésie locale, il faut savoir qu'il y a l'anesthésie locale qui est limitée exclusivement à une région. Lorsque vous allez une surface, lorsque vous allez pour l'extraction d'un kyste ou d'un petit bobo, on va vous faire une anesthésie locale, qui est locale. Ensuite, il y a l'anesthésie loco-régionale. C'est l'anesthésie loco-régionale qui permet donc d'anesthésier une partie du corps. Ce que vous avez tous entendu quand vous parlez de péridurale ou alors de rachi-anesthésie pour des interventions qui sont situées sous l'ombilic. Donc, ce dont tout le monde a peur, c'est l'anesthésie générale. C'est l'anesthésie générale donc, qui va permettre donc une perte de la conscience, premièrement, une immobilité et donc une suppression de la douleur. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi les gens ont peur? Les gens ont peur parce qu'ils ont peur de se réveiller. De ne pas se réveiller plus tôt. Ils ont peur de ne pas se réveiller plus tôt. Donc, la première question qu'on nous pose quand nous faisons des consultations d'anesthésie pré-anesthésique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une anesthésie générale sans être passé par la consultation pré-anesthésique. Ça, c'est des lois qui sont en France, qu'on a rapportées ici, mais il faut absolument faire une consultation pré-anesthésique avant une intervention. Donc la grande peur, c'est, professeur ou docteur, vous allez m'endormir, pour employer les termes simples, est-ce que je vais me réveiller? Alors, c'est ce qui, donc, alimente et agrandit la peur de la population ou des patients. Merci déjà pour toutes ces précisions. Alors, au professeur, vous avez parlé de faire des analyses, bien sûr, dans un certain sens. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire s'il y a d'autres dispositions à prendre pour faire une anesthésie? Alors, pour faire une anesthésie, comme je disais, l'anesthésie, donc, commence, ce n'est pas l'anesthésie en tant que telle, mais on fait la consultation pré-anesthésique pour évaluer les risques de l'intervention, notamment de l'anesthésie. Donc, on va demander un certain nombre d'examens parce que chaque personne qui vient est un cas particulier. Ce n'est pas parce que j'ai fait une anesthésie à Pierre que je ferai la même anesthésie à Paul. Et le patient, lorsqu'on va lui expliquer ce que c'est que l'anesthésie, les produits qu'on va utiliser, on peut lui demander de choisir, on lui fait une proposition. Lorsque c'est possible, on vous fait la proposition entre une anesthésie générale et une anesthésie loco-régionale. Et la personne est habilitée et en droit de choisir son anesthésie, son type d'anesthésie. Donc, les différents examens, il y a ce qu'on appelle les examens de routine que tout le monde fait, l'urée, la glycémie, le cholestérol. Et à partir d'un certain âge, il faut faire des examens de cardiologie, notamment l'électrocardiogramme. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous autres, nous insistons pour faire les examens de routine, une radio pulmonaire, et des examens qui vont donc montrer le taux d'hémoglobine, c'est-à-dire pour voir si le patient ou la patiente ne présente pas une anémie, mais surtout le groupe sanguin
et son taux de prothrombine, qui est le taux qui permet de savoir si la personne a des bons éléments pour la coagulation. Tout à fait. Alors, professeur, notre sujet nous dit du sommeil au réveil. Et c'est le réveil qui importe beaucoup plus aux patients ici. Et c'est de là que vient cette hantise-là. J'ai envie de revenir à l'origine, comme vous avez bien envoyé au début. Qu'est-ce qui fait que finalement on a peur? Ce n'est pas peut-être le taux en matière de statistiques par rapport à l'anesthésie générale. D'où est venue cette hantise? Elle a sûrement une origine. Oui, cette hantise a une origine parce que au départ, l'anesthésie a commencé en 1842 à peu près par des balbutiements. Il n'y avait pas de médecin anesthésiste. C'est un petit jeu de loterie. Au départ. C'était les chirurgiens et même celui qui a trouvé un certain nombre de produits, c'est un dentiste au départ. Donc, et progressivement, d'une façon de faire empirique, est devenue une science. Et aujourd'hui, nous avons toutes les règles de sécurité pour conduire l'anesthésie. Les gens pensaient à l'époque que, je rigole un peu toujours quand on me demande comment vous faites. Les gens pensent encore aujourd'hui que l'anesthésiste vient, il fait l'injection, il s'en va faire ses courses, et puis quand le chirurgien a fini, il appelle « Monsieur, venez réveiller votre malade », et il revient, il refait une piqûre pour que le patient se réveille. Ce n'est pas le cas. L'anesthésiste est au début, pendant et à la fin. Donc, il va surveiller le patient tout le temps avec donc, tout ce qu'il faut. Il y a ce qu'on appelle des appareils, des moniteurs multiparamétriques. Pour les constances. Voilà, qui vont prendre la température, le pouls, la tension artérielle et tout ce qu'on peut imaginer. Et même, puisqu'on utilise le respirateur au cours de l'anesthésie générale, il y aura des appareils pour, comme on dit, aider le patient à respirer et même tout le long de l'intervention, on va surveiller. Alors, pour continuer, il faut savoir que le réveil, ce n'est pas nous qui réveillons le malade. Chaque patient a sa susceptibilité par rapport aux médicaments. Les médicaments sont donnés en fonction du poids et en fonction de la pathologie et de l'état clinique du patient. Donc, nous, lorsque le chirurgien va dire, bon, écoute, nous suivons l'intervention tout le temps, et lorsque on sait que dans 30 minutes, 35 minutes, l'intervention va finir, alors on commence à réduire les médicaments que nous administrons, puisqu'on a, au cours de l'anesthésie, il y a ce qu'on appelle la phase d'induction, où on va injecter les médicaments. Ensuite, on va entretenir l'anesthésie. Et cet entretien de l'anesthésie, à un moment, on l'arrête pour que le patient ou la patiente puisse éliminer elle-même ces drogues, les médicaments, et le réveil survient dans les minutes ou les heures qui suivent. Mais il faut savoir que le réveil, un patient qui a eu une anesthésie générale ne se réveille pas pour vous parler tout de suite. Il y a une période où, après l'intervention, le patient est conduit en salle de surveillance post-interventionnelle, qui est équipé comme au bloc opératoire, avec tous les moniteurs, et le réveil se fait progressivement. Alors, il peut arriver que le patient, on va rester toujours dans cette même logique-là, oui. Il peut arriver que le patient soit encore dans les vapes pendant des heures et des heures. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela et qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, le patient qui va rester dans les vapes, il peut avoir l'origine, c'est-à-dire qu'au cours de l'intervention, il a pu manquer d'oxygène, il a pu avoir une hémorragie qui ne s'est pas compensée rapidement. Et bon, il peut avoir un certain nombre de choses. Mais quand on parle de vape, c'est ce que je disais tout à l'heure, chacun a sa sensibilité. Okay. Vous, angéval, vous pouvez vous réveiller juste après une petite intervention, comme on dit, d'une appendicectomie, après 1 heure de temps. Mais quand on dit réveiller après 1 heure de temps, c'est-à-dire qu'après 1 heure de temps, vous êtes en mesure de retrouver votre environnement. Okay.
Alors, puisque pour le réveil, il y a les signes. Mais nous sommes anesthésistes. Quand on dit réveil, c'est-à-dire que le patient est hors de danger. Donc, il va reprendre sa respiration. Il ne pourra peut-être pas encore parler tout de suite et voir les gens, puisque des fois, si vous avez déjà accompagné des gens pour des interventions, quelques minutes après, vous leur parlez, ça va? Oui, ça va, je vais bien. Il se rendort, il ne se souvient même pas d'avoir parlé. Voilà. Tout à fait. En tout cas, cet univers-là est assez particulier. Et vous l'avez dit, ce n'est pas sans risque. Quels sont les risques liés à l'anesthésie? Alors, chaque type d'anesthésie présente des risques. Il n'y a pas de risque zéro. Même en médecine, hein, vous pouvez aller faire une injection intramusculaire, vous pouvez faire une allergie, vous pouvez faire un choc. Le premier risque, c'est déjà l'injection des médicaments. L'ingestion des médicaments, puisque les médicaments sont injectés par voie intraveineuse. Donc le premier risque, c'est le risque allergique. L'un des risques importants, c'est cette difficulté de respiration après donc l'intervention. Mais les risques sont... Il y a plusieurs risques, je ne vais pas les égrener tous, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne lâche pas, on ne laisse pas un patient qui vient d'être opéré pour aller se balader. Avec nous, les médecins anesthésistes, nous avons des infirmiers anesthésistes qui vont surveiller le patient ou la patiente après l'intervention jusqu'à ce qu'elle sorte de danger. Donc les risques sont... Il y a plusieurs... Mais aujourd'hui, nous avons la sécurité en anesthésie. Donc, si on voit les statistiques, à l'époque, les morts dues à l'anesthésie étaient importantes. Maintenant, de plus en plus, lorsque même on voit les statistiques, quand on prend dans le domaine obstétrical, donc en gynéco-obstétrique, on peut dire qu'il y a peut-être 2 décès pour 3 000, 4 000 patientes qui sont opérées. Et justement, à ce niveau-là, par rapport au protocole que vous mettez sur pied, est-ce qu'il peut arriver que lors d'une intervention, on va dire, pour administrer une anesthésie, que cela ne passe pas? On change de protocole? Bon, le protocole, comme on dit, le protocole est décidé en consultation pré-anesthésie. Donc, je prends un exemple, c'est-à-dire nous avons décidé de faire l'anesthésie rachidienne. Donc la moitié du corps pour une césarienne. Et il se trouve que lorsqu'on a fait donc, cette anesthésie rachidienne, ça peut ne pas marcher. Qui passe par la péridurale? Oui, par l'espace... La moelle épinière. La moelle épinière, enfin le liquide céphalorachidien. Donc si ça ne marche pas, on reconvertit, on fait l'anesthésie générale. C'est possible. Mais il faut prendre rapidement la décision, il ne faut pas tarder. Ah oui, bien sûr, puisque lorsqu'on fait une rachianesthésie, il y a un temps pour que ce qu'on appelle le bloc s'installe, c'est-à-dire le bloc, c'est-à-dire que ça va bloquer la sensation douloureuse. Il y en a entre 3 et 5 minutes. Donc au bout de 5-10 minutes, si la personne qu'on veut opérer, dès qu'on a commencé, dit « je sens », alors on change, on lui fait, c'est-à-dire on va combiner l'anesthésie rachidienne à l'anesthésie générale. On ne peut pas y mettre 1 heure de temps, c'est pas possible. Non, on ne va pas attendre que la personne... on commence à opérer, le chirurgien il a commencé son intervention. S'il y a cette sensation douloureuse, nous prenons la décision de changer le type d'anesthésie. Immédiatement. Alors, et si on part sur l'anesthésie locale que nous avons généralement chez les dentistes et tout, il y a ces patients-là, après l'anesthésie, qui disent comme ça, je ressens une douleur énorme et tout, l'anesthésie est finie, j'ai très mal. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce genre de cas? Est-ce qu'il y a même cette douleur qui est ressentie? Oui, puisque chacun d'entre nous ici, je pense, a déjà eu affaire au dentiste qu'on n'aime pas du tout. Et comment? Voilà. Et donc, l'anesthésie locale chez le dentiste est une anesthésie vraiment locale. Et ils ont appris à faire de l'anesthésie. Et si vous voyez, ils vont jusqu'à bloquer des nerfs qui sont plus profonds. Oui. Et donc, une fois que c'est fait, après l'intervention du chirurgien, on se rend compte que la mâchoire est un peu lourde
Et une fois que l'anesthésie est passée, on commence à avoir la douleur. Mais étant anesthésiste, aujourd'hui par exemple, aujourd'hui plutôt, au XXIe siècle, il est inadmissible qu'un patient ou une patiente souffre de douleur après une intervention. Donc nous avons en adjonction des produits qu'on va administrer après l'intervention pour qu'il n'y ait pas de douleur du tout. Donc ça c'est chez le dentiste, c'est le dentiste qui décide lorsqu'il a fini une extraction ou bien un soin dentaire, il va prescrire simplement ce qu'on appelle des antalgiques de palier 1, le paracétamol, des trucs comme ça. Et si la douleur continue, ben, il peut nous demander qu'est-ce qu'on peut rajouter pour augmenter encore le niveau du palier des antalgiques. Voilà. Alors, la pratique de l'anesthésie, c'est sûr que c'est une lourde responsabilité, mais c'est un pan très important dans le traitement de différentes pathologies. Là, on va essayer d'aller à votre rencontre pour avoir quelques témoignages de votre approche avec l'anesthésie. Et puis, c'est sûr que le professeur aura beaucoup à dire à partir de vos commentaires. J'avais eu un panari et devant moi, le médecin m'a anesthésié. Et vraiment, avant l'anesthésie, la douleur était tellement intense. Pour la première fois, la peur est là, la peur s'installe pour la première fois. Mais lorsque l'action est en train d'être menée, que l'anesthésie se fait, vous ne sentez pas de douleur. J'ai été opéré d'une infection anale. Lorsque le médecin est venu, voilà, il m'a fait endormir. Et lorsque je me suis réveillé, voilà, j'ai commencé à ressentir des douleurs puisque c'était dans le sommeil. Je n'ai pas vu comment l'opération s'est déroulée. Voilà. Lorsque je me suis réveillé, j'ai vraiment ressenti des douleurs atroces. Mais je pense que quelques heures après, voilà, la douleur a commencé à s'estomper. J'ai été opérée d'une appendicite. Et lorsque on se fait opérer, on ne se rend pas compte forcément de la douleur qui va suivre. Et après l'anesthésie, c'était vraiment douloureux. Je ne m'imaginais pas qu'après cette opération, il allait avoir encore des douleurs. Ça faisait vraiment mal. Lorsque l'anesthésie est passée, je me suis vraiment sentie bien. Au départ, j'ai eu très très peur. Parce que j'avais entendu parler, voilà, de l'effet de l'anesthésie. Et lorsque j'ai subi cela, ça m'a vraiment fait peur. Mais après, j'étais soulagée. Avant toute opération, il y a d'abord des analyses. Mais toujours est-il que le risque, c'est de ne pas pouvoir se réveiller après l'opération. Bon, je n'ai pas été opéré, mais un proche a été opéré. Et juste avant l'opération, l'anesthésie ne s'était pas bien déroulée. Il y avait des problèmes de dosage. Et donc, justement, il faudrait qu'avant toute opération, il y ait vraiment un point d'honneur qui soit mis sur le dosage, puisque le corps humain demeure complexe. Donc, il serait très important que l'anesthésiste puisse passer en revue toutes ces constantes-là pour permettre un bon travail de celui qui aura à charge de faire l'opération. Voilà, des appréhensions et rien que des appréhensions. Au début, on a très peur, mais après, vous devenez des anges quand la douleur passe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'on vient d'entendre et de voir? Dans ce qui a été bien passé, il faut dire que, d'une manière générale, ce que je retiens, c'est que tous ceux qui ont parlé ont réellement peur de l'anesthésie. Alors, je tiens à rassurer la population qu'il y a tellement de choses qui sont dites. Oui, j'ai peur, je ne vais pas me réveiller. Ou je me réveille même en pleine opération. Ou bien je me réveille en pleine opération. Ça, c'est des légendes parce que, comme je disais, aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque, ça se faisait. Mais aujourd'hui, la sécurité en anesthésie est optimale. Pourquoi? Parce que c'est une science. Ce n'est plus des actes comme ça, de façon empirique. C'est une science. Et je viens de dire que le médecin anesthésiste est au début, pendant et à la fin.
Et la partie post-opératoire nous incombe concernant la douleur post-opératoire sur laquelle on agit avec des antalgiques et même on utilise des médicaments. Au cours de l'intervention, on utilise des médicaments, des morphiniques et même après l'intervention, quand cela nécessite, on va nécessiter des morphiniques pour calmer la douleur. C'est pour ça que je disais aujourd'hui, au XXIe siècle, il est inadmissible qu'après une intervention, le patient souffre de douleur. Au Canada ou en France, c'est inimaginable. Puisque vous savez que le dernier qui a parlé du dosage et tout, oui. Je suis un peu surpris parce que, comme les gens ne savent pas, ils pensent que l'anesthésie se fait, je répète toujours, de façon empirique. Non. Même si la personne fait 100 kg, 120 kg, on lui fera la dose, pas pour 120 kg, mais il y a ce qu'on appelle le poids idéal. Et tous ces médicaments, en termes de pharmacologie, sont utilisés pour les patients. Et ce que les gens ne savent pas, le médecin anesthésiste, on se moque un peu des autres médecins parce qu'on se dit que nous sommes les plus intelligents. Pourquoi? Vous avez le pouvoir. Pourquoi? Parce que nous sommes au centre de tout. Un hôpital sans soins de réanimation d'anesthésie n'est pas un hôpital. Et pour pouvoir intervenir, pour pouvoir opérer un patient, nous sommes obligés de connaître sa pathologie. Mais pour connaître la pathologie, c'est pratiquement toute la médecine. C'est clair. Parce qu'il y en a qui vont venir, il a un Parkinson, il a un diabète, il a une hyperthyroïdie. Nous devons connaître tout ça. Et nous le savons parce que nous savons quels sont les effets de l'hyperthyroïdie, de l'hypertension sur un patient et les risques que ça provoque. Merci beaucoup au professeur Eounou Hyacinthe. On rappelle qu'il est anesthésiste réanimateur. Il est chef de service d'anesthésie réanimation à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Il a été avec nous pour répondre à toutes nos questions. Voilà, et surtout nous dire de ne pas avoir peur de l'anesthésie. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci à Alice. Et merci infiniment, professeur. En somme, il faut retenir que les médecins anesthésistes sont les amis de la vie. Et on se reverra demain en pleine forme et toujours en vie, en votre compagnie. À demain. À demain. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.